La possibilité de faire ce que je fais, c'est-à-dire d'aller chercher la même chose dans un état ultérieur, est évidemment liée à cette espèce de stabilité dans la variance qui caractérise les manuscrits textes qui n'ont pas l'air de se... Dans le manuscrit, dans les notes préparatoires, il y a déjà des phrases qui sont comme ça, c'est-à-dire mal vu, mal dit, et c'est déjà du texte. On voit qu'il s'agit d'une correspondance privée. J'ai été très touché par votre article. Mais tu ne vas pas dire tous les détails du visible. Tu ne vas pas dire là il y a un tiret, là il y a probablement un point d'interrogation. Un autre ajout en marge d'une écriture. C'est donner à lire, donner à entendre la lecture d'un manuscrit. En général, certaines choses suffisent, dire barré, remplacé par. Maintenant, si c'est... des gens qui, il y a 30 ans, ne pouvaient faire que des transcriptions diplomatiques, il y a aussi la diffusion du traitement de texte qui remet en question, effectivement, la façon de transcrire. Je pourrais dire d'ailleurs que j'ai reçu une formation de linguiste, comme on pouvait faire il y a 35 ans, de la linguistique très douce. J'ai appris quelques concepts. J'essaye de les cacher, comme je cache le fait que je suis aussi... je pourrais être psychanalyste, mais je n'ai pas fait de didactique. Mais ça, il y a plusieurs instruments dont je me sers. Et c'est là, à nouveau, un des problèmes. La transcription met en œuvre énormément de techniques et de savoirs qui sont un peu cachés. Effectivement, j'ai dit biffer au lieu de raturer ou de rayer, mais c'est comme granosalis, je l'emploie assez peu en général, ce terme de biffer. La biffure appartient au vocabulaire de la philologie française traditionnelle. Je dis plutôt rature, rayer, ou raturer plutôt que rayer, évidemment. Substitution, j'évite d'employer ce mot parce que il n'y a pas toujours substitution. Il peut y avoir effectivement un mot raturé, et ensuite la correction n'est pas une substitution. Proust passe à autre chose. La rature n'est pas forcément suivie d'une substitution. De même, l'addition n'est pas toujours une addition, c'est-à-dire un mot n'est pas une addition parce qu'il vient au-dessus ou en dessous de la ligne, parce qu'il vient après. Il faut se méfier de ce genre de nomenclature. Mais ça n'est peut-être pas très important, il n'y a que des cas d'espèce. Dans mon travail, oui, vous l'avez dit, j'ai fait converger la correspondance, les éléments extérieurs, la lecture que Proust peut faire, que je suis obligé de refaire. C'est tout de même assez peu banal d'être obligé de lire Dostoïevski dans les traductions que Proust avait pu lire, donc de savoir lesquelles, de savoir ce qu'il avait pu lire, de se demander pourquoi il parle de Charles-Louis Philippe à partir de Marguerite Oudou. Tout cela enlève beaucoup de son innocence à la moindre des transcriptions. Un débat sur les différentes méthodes de transcription, oui, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que cela donnera? L'éloge de la transcription mixte, celle que pratique Nathalie Mauriac, par exemple. Une transcription semi-diplomatique, c'est également une transcription semi-linéaire. C'est cette cuisine que j'évoquais, qui n'est pas d'ailleurs un terme péjoratif, c'est le regard sur un objet manuscrit qui est un ensemble de données lui-même. Et on ne peut pas avoir une lecture innocente. Effectivement, vous l'avez dit, les linguistes ne réagissent pas de la même façon que quoi? Que quelqu'un qui s'occuperait de littérature, mais les linguistes s'en occupent de toute façon. Ils sont obligés, à nouveau, pour déchiffrer, il faut savoir ce que l'on cherche, c'est évident, et il faut savoir ce que l'on veut faire. À qui veut-on donner à lire et que veut-on donner à lire? À nouveau, on ne peut pas faire de transcription sans chercher un lecteur, un public. Le mien est celui de
quelqu'un qui imaginerait la globalité de l'objet. L'objet global, l'objet culturel global, effectivement. Vous l'avez dit, ça c'est vu et entendu dans cette séance de transcription courte. Je n'ai pas cherché les cas les plus difficiles. Je n'ai pas cherché, si je suis entré dans le détail des difficultés que soulève le moindre petit bout de transcription, je n'ai pas cherché à définir un modèle, ni à exposer les conventions qui se sont imposées à l'équipe Proust au long de longues années de discussion sur un modèle qui est utilisé encore, qui a été utilisé de longues années et qui se trouve mis en cause, non pas pour des raisons intellectuelles, mais pour des raisons purement techniques. La généralisation de la photocopie et du facsimilé qui vient réduire les efforts des gens qui, il y a 30 ans, ne pouvaient faire que des transcriptions diplomatiques. Il y a aussi la diffusion du traitement de texte qui remet en question, effectivement, la façon de transcrire, puisque maintenant, on n'est plus obligé d'écrire un mot après un autre. Le multifenêtrage sur l'écran permet de comparer plus facilement deux versions. J'ai connu l'époque où je mettais l'un à côté de l'autre 2 lecteurs de microfilm, et sur chacun, je mettais une bobine de microfilm différente, évidemment. C'était la meilleure façon de les comparer toutes les deux. Sinon, on se trouve devant une masse de papier considérable. Le traitement de texte, je ne suis pas sûr qu'il résolve tous ces problèmes théoriques, mais le poids de la technique, oui, est important. Mais encore une fois, comme quand j'ai commencé, les transcriptions, ça se fait avec un crayon, un taille-crayon et une gomme. Et pendant qu'on taille le crayon, il faut lire ce que l'écrivain avait lu avant de commencer à déchiffrer ce qui n'était pas fait pour être lu. Lui-même avait du mal à se relire. C'est par là qu'il faudrait peut-être terminer ou commencer la discussion. Quand Marcel Proust faisait taper à la machine son manuscrit, ou ce qu'il appelait un manuscrit, il fallait un secrétaire qui mettait des croix là où il n'arrivait pas à lire. Ensuite, il fallait lire à une sténodactylographe, ou bien il fallait faire lire à une dactylographe qui laissait des blancs quand elle ne comprenait pas. Alors Proust prend sa dactylographie, il y a des blancs dans les lignes, et comment fait-il pour remplir les blancs? Il ne va pas relire son manuscrit, non, il prend sa plume et il réinvente, il réécrit. C'est-à-dire qu'il ne revient jamais en arrière, il va toujours en avant, non pas parce qu'il était incapable de se relire, mais parce qu'il n'avait pas envie de le faire. C'était un créateur. Et je pense qu'il faut suivre un peu son exemple. La reproduction photographique n'est pas indispensable. Il faut savoir ce que l'on fait, pourquoi on le fait. C'est pourquoi j'ai insisté sur l'interprétation, sur le commentaire. C'est pourquoi j'ai publié surtout j'ai pu faire des articles longs en publiant 50 pages de brouillon et en les commentant. De même, j'ai pu faire avec Henri Bonnet une édition de trois cahiers, des cahiers de brouillon de temps retrouvés. L'édition avait une unité. L'entreprise actuelle, faire la transcription des 75 cahiers de brouillon de Marcel Proust, ne pourra pas se faire avec un éditeur sur du papier. Ça ne peut se faire qu'en ligne, ou qu'avec le traitement de texte, bien évidemment. Sinon, la maison d'édition va accepter de publier un cahier ou deux. Au bout du 3e ou du 4e, elle commencera à nous demander combien il en reste ensuite à transcrire et à publier. Là, je crois qu'il faut être raisonnable. Nous travaillons dans la recherche pointue, et dans cette recherche universitaire pointue, nous sommes un secteur encore plus pointu. Beaucoup d'universitaires refusent de se mettre à la génétique textuelle, de se mettre... Oui, on peut tout trouver dans ce qui est imprimé, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais on peut plonger aussi dans ce monde des cahiers de brouillon, ou même si on ne veut pas s'occuper des cahiers de brouillon, il y a les manuscrits qui sont passionnants, ou les dactylographies, ou même les épreuves corrigées, puisque Proust commençait vraiment à se mettre au travail en corrigeant les dactylographies, les épreuves. Là, il commençait à organiser son roman.
Oui, c'est exact. Les invariants, il y en a, parce que tout de même, mais ils ne sont pas très nombreux, effectivement. Les 3 derniers volumes du roman sont posthumes. Proust ne les aurait pas publiés de cette façon-là. Il n'aurait pas publié le texte tel qu'on le trouve actuellement. C'est impossible. Il faisait trop de travail sur ses dactylographies et sur ses épreuves. Et là, il n'a pas eu accès à ces documents qui ont été établis, qui ont été faits par d'autres. Oui, bien sûr. Mais même en tant qu'éditeur, puisque j'ai travaillé pour Gallimard, pour Hachette, pour Flammarion, en tant qu'éditeur, je peux dire que non, même pour ce qu'on appelle les entumes, les volumes publiés du vivant de l'écrivain, même pour du côté de chez Swann, chaque éditeur sait qu'il faut remettre les phrases d'aplomb en transformant un imparfait en participe présent, en ajoutant un pronom relatif qui a sauté, en remettant les phrases d'aplomb, en supprimant les doublons. Il y a un travail sur le texte que Proust n'a pas fait. Il l'a dit, les corrections typographiques, il y a des gens qui sont payés pour ça. Les éditions originales sont fautives, elles sont de médiocre qualité. Voilà ce que je peux dire pour les invariants qui sont très peu nombreux. Encore une fois, on part d'un point de vue... Moi, je me suis intéressé aux manuscrits du temps retrouvé d'abord, et donc du contre Sainte-Beuve, donc de la théorie littéraire, de la critique littéraire, de la théorie, j'ose pas dire philosophique, mais esthétique, à partir de mon premier sujet de thèse, la loi, dans l'œuvre de Marcel Proust. Donc je suis entré dans cette masse de manuscrits à partir d'un point de vue très particulier qui m'a permis de faire, comme les archéologues autrefois, une tranchée dans le champ de fouille, parce qu'on ne peut pas tout fouiller. Après, comme je me suis aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup d'instruments de travail, j'en ai composé pour moi-même et pour les autres, pour la communauté scientifique. Établir la liste des transcriptions qui avaient été faites, essayer de mettre un inventaire pour chaque cahier de façon à savoir ce que l'on cherche. Là, à nouveau, j'ai dû construire tous ces instruments de travail qui n'existaient pas. Je l'ai fait de façon incomplète puisque, encore une fois, je dis à mes collaborateurs, attention, moi je vous donne une liste, vous me demandez une liste de manuscrits concernant votre sujet ou telle partie de l'œuvre, voilà ce que je vous donne, mais je peux en oublier, mais il faut commencer par quelque chose. Ceci dit, l'invariant, oui, l'invariant existe comme méthode de travail inavouable. Quand on cherche un brouillon, on part du texte imprimé. Voilà, je vais étudier tel sujet précis, ou bien tel fragment de l'œuvre. Je commence par regarder, par lire dans le texte imprimé, dans l'édition de la bibliothèque de la Pléiade, par exemple. Ensuite, je vais chercher dans les épreuves corrigées. C'est ce qui est le plus facile, puisqu'évidemment, on peut très facilement se repérer. Ensuite, les dactylographies corrigées. Ensuite, évidemment, les manuscrits, les feuilles volantes qui servent de manuscrits. Et ensuite, seulement les cahiers de brouillon. Donc cette méthode est régressive. Elle part de l'invariant qui n'est pas un invariant. Elle part tout de même du texte imprimé pour remonter à la source. C'est une méthode qui est le contraire de la genèse textuelle. Mais c'est bien évidemment comme ça qu'il faut faire si on ne veut pas patauger, se noyer dès le départ. La méthode est régressive. Elle suppose un point de vue rétrospectif. Et à partir de là, une fois qu'on a trouvé les cahiers de brouillon, il faut reprendre complètement, entrer dans un autre raisonnement. Non, ça n'a pas été écrit pour faire partie du temps retrouvé. Ça a été écrit comme démonstration esthétique, ou comme critique littéraire, ou comme souvenir involontaire. Et ce souvenir involontaire, il devait se trouver là où il est, à Combray. C'est seulement après qu'il a été déplacé dans le temps retrouvé, le bruit du marteau sur la roue d'un train qui évoque autre chose dont, dans le temps retrouvé, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est autre chose, un souvenir vague, le soleil sur des troncs d'arbres. Mais au départ, c'était le souvenir d'une promenade dans les bois à Combray. Donc le souvenir lui-même est occulté. Encore une fois, il faut y avoir, oui c'est là, mais là ça devient une autre question.
Oui, les posthumes montrent qu'il y a très peu d'invariants. Les mauvaises éditions montrent qu'il y a très peu d'invariants. Et aussi les inédits et les posthumes. Contre Sainte-Beuve, Jean Santeuil, sont des fabrications d'éditeurs à partir d'un fonds manuscrit inépuisable. Jean Santeuil n'était pas fait pour être publié. Et le titre lui-même n'est pas de Proust. Donc il faut être très clair. Le prénom du héros change au fil des pages du manuscrit. C'est une fabrication.